Rebonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez pleinement profité de vos sessions d'atelier, que vous avez également pu échanger avec les experts, avec vos pairs ou avec des acteurs complètement différents sur la place de la transition. Nous embarquons donc pour la dernière partie du grand défi écologique, une dernière partie qui s'annonce elle aussi riche, n'est-ce pas Vincent? Exactement, mais juste avant de démarrer, eh bien, nous avons une surprise pour vous afin de vous permettre de vivre ou revivre eh bien, les grands temps forts de la journée d'hier. Regardez. Le grand défi écologique, c'est un moment important. C'est un moment important parce que la transition écologique est dans un moment très particulier. Un moment où on passe des discours à l'action. Pour réussir la transition écologique, il faut mobiliser les citoyens, les entreprises et les collectivités, les élus des collectivités territoriales. C'est un long chemin, il faut le commencer maintenant pour qu'on puisse apprendre à vivre avec ces nouveaux dangers sans geler des pans entiers de territoire et c'est un enjeu de justice sociale. Ouais. On ne peut pas aller dans un meilleur endroit pour réfléchir aux grands défis écologiques. C'est ici surtout qu'on réinvente la façon de transformer l'industrie et de transformer la ville en même temps. Les ateliers ont permis aux participants de découvrir des programmes d'accompagnement de l'ADEME comme Territoire engagé transition écologique, d'autres dispositifs tels que Pacte Industrie ou Acte qui permettent aussi d'accompagner les entreprises à décarboner leur activité. C'est l'occasion de se retrouver, comme c'est un événement national, il y a beaucoup de monde qui vient et il y a toujours des contacts à faire dans tous les domaines. Les visites de site ont toutes été un réel succès puisqu'elles étaient toutes complètes. Les participants ont donc apprécié aller à la découverte des procédés, des process, mais aussi des quartiers en transition dans Le Havre. On essaie aussi de se nourrir intellectuellement, de voir ce qui se fait de bien, de nouveau, d'innovant, et de recueillir ça pour pouvoir le diffuser ailleurs dans nos territoires. Sur les pratiques, ça peut nous inciter aussi à faire appel à ce type de logistique dans des agglomérations assez denses, montrer ou démontrer à des entreprises artisanales qu'elles peuvent utiliser ce type de service. L'ADEME, c'est un partage en équipe, un partage d'expérience, un coup de projecteur sur des innovations qui changent le monde, qui changent la transition écologique. Et c'est surtout cette logique de dire qu'il y a des solutions qui sont prêtes, qui sont opérantes, et qui ne demandent qu'à être utilisés. Au-delà d'avoir participé à un événement, on aimerait que les participants retiennent le fait d'avoir vécu une expérience riche, humaine, d'exploration, de rencontres autour de la transition écologique, d'activer ensemble ces solutions. Et voilà donc pour cet after movie que vous pouvez applaudir parce que vous êtes peut-être reconnus sur la vidéo. Une belle journée, hein. Et cette journée est tout aussi riche. 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique d'après l'enquête État de la France menée par Ipsos pour le CESE paru en octobre dernier. Par ailleurs, l'éco-anxiété est citée comme le 3e frein au sentiment de bien-être. Cependant, et ce cependant il est important, l'avenir n'est pas écrit puisque le futur dépend de nos décisions, de nos actions ici et maintenant. Nous avons donc besoin de nous projeter dans une société certes différente, sans doute plus frugale, protectrice de l'environnement, porteuse de sens, de solidarité et surtout de bien-être. Et ces transitions, elles nécessitent la mobilisation et la coopération des acteurs publics et privés, des partenaires locaux et nationaux, mais également des citoyens. Il s'agit d'un véritable projet de société qu'on doit façonner tous ensemble. Et pour parvenir, les solutions, elles existent. Nous vous en proposons un aperçu avec Pierre-Éric Sutter, qui est psychologue et également cofondateur de l'Observatoire de l'éco-anxiété, Jasmine Manet, directrice générale de Youth Forever, et enfin Julien Perdrija, délégué général de la Fabrique des transitions. On peut les applaudir.
tous les trois. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle séquence. Alors, peut-être juste pour compléter et pour refaire un tour de table rapide, comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Pierre-Éric Sutter, en complément, je précise que vous êtes également auteur du livre Bien vivre son éco-anxiété. C'est un sujet qu'on peut dire que vous maîtrisez plutôt pas mal. Jasmine Manet, Youth Forever, c'est une ONG qui a la particularité de travailler sur le triptyque transition, jeunesse et entreprise, avec une mission que vous donnez qui est de créer un nouveau pacte entre les jeunes et les moins jeunes. Et puis Youth Forever, c'est aussi un observatoire qui étudie le rapport de la jeunesse au travail. Et enfin, la Fabrique des transitions, qui est une alliance de près de 400 territoires et acteurs engagés dans la transition écologique. Voilà, la présentation est faite. Alors nous vivons actuellement dans un monde qui se conjugue au rythme de crises multiples, climatiques, économiques, géopolitiques, sanitaires, technologiques. Première question, rapide tour de table, est-ce qu'on peut vraiment donc espérer un futur désirable ? Oh bah oui, sinon on ne serait pas là. C'était la bonne réponse. Alors évidemment, c'est facile de dire oui, mais après, faut, comme on l'a vu dans la vidéo, il faut se mettre en acte. Et alors, je vais parler pour ma paroisse, puisque je suis psychologue, psychothérapeute, et clairement, il faut gérer la peur. Et il faut passer d'une peur qui immobilise à une peur qui mobilise. Hein, on voit bien tout l'enjeu de l'action, mais elle vient après avoir fait tout un travail sur soi, qui est en fait une régulation émotionnelle de cette peur, hein, qui est une émotion classique. Alors, il y a différents types de peurs, les peurs avec objet, les peurs sans objet. Le fait d'avoir peur de manquer d'eau, c'est une peur sans objet, mais le peur que le monde s'effondre à terme, c'est une peur sans objet, on ne l'a jamais connue. C'est une extrapolation à partir d'une peur avec objet, et effectivement, ça nécessite tout un travail sur soi pour que cette peur ne soit pas envahissante et qu'elle nous immobilise. Donc il faut passer vraiment de cette peur qui immobilise, la traiter, pour ensuite passer vers une peur qui va nous mettre en action. C'est étonnant de dire ça, parce que très souvent, la peur est perçue comme une ennemie, alors qu'en fait, c'est une alliée. Moi, ce que je constate au chevet des éco-anxieux depuis que je les accompagne depuis à peu près 7 ans, c'est qu'en fait, il faut partir de la peur fondatrice. Celle qui nous a vraiment effrayés et qui, par exemple, justement, comme je disais, est quelque chose sur lequel l'éco-anxieux va beaucoup se renseigner. Il va se renseigner tellement bien qu'il va devenir presque un expert. Parce qu'en fait, les éco-anxieux se basent sur des choses très rationnelles. Ce n'est pas des peurs irrationnelles. Les sécheresses sont avérées depuis, on les voit même arriver maintenant dans nos pays, sont avérées par les scientifiques depuis longtemps. Et ils se documentent et ils deviennent des experts. Donc ils connaissent bien la problématique parce qu'ils se disent, mon Dieu, on va manquer d'eau, etc. Mais comment est-ce possible dans un pays tempéré? Et ils se rendent compte que des projections, évidemment probabilistes de scientifiques, l'attestent. Et donc ils se disent, mais comment faire quoi, et ça renforce leur peur au début. Et justement, cette peur fondatrice, c'est elle qui va pouvoir les mettre en mouvement, mais j'en dis pas plus pour laisser un peu planer le suspense. Très bien, c'est un très bon teaser. Jasmine. Ouais, je rejoins cette réponse, j'ai pas vraiment le choix en fait. Sinon, on tombe dans des travers millénaires. Moi, je travaille, donc, comme tu l'as dit Caroline, sur la question de l'intergénérationnel au travail et comment répondre un peu à la question du qui va le faire dans ce grand sujet de la transition, des transitions, notamment écologiques, au travail et au sein des entreprises, des organisations, chez les employeurs. Qui va le faire? Quand on regarde les chiffres de santé mentale, santé physique, de capacités, même en termes de compétences, de connaissances, c'est pas une question facile à poser. De l'autre côté, si on tombe dans un... est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on va réussir à se réconcilier? Est-ce qu'on va réussir à faire ensemble? Il faut absolument éviter un rapport assez caricatural les uns envers les autres. Moi, j'aime bien, quand je parle du travail ou du rapport générationnel, j'aime bien citer Hésiode, donc philosophe grec de l'Antiquité, qui avait écrit supposément en 720 avant Jésus-Christ. Il avait écrit « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, elle est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. » C'était il y a 2000 ans. Moi, je vois des titres comme ça tous les jours. Et que derrière les conversations de machine à café où on se tire un petit peu les uns sur les autres, on s'en sort pas. Et donc, pareil pour ce grand défi qu'on mène aujourd'hui. Comment est-ce qu'on réconcilie? Comment on crée ce récit d'un futur possible? Mais globalement, je suis d'accord. Moi, j'ai pas le choix. Sinon, à 27 ans, j'arrive pas à me projeter pour la suite. Peu importe les périodes, effectivement, ça reste vraiment d'actualité. Et pour vous, alors, Julien? Moi, je dirais qu'un avenir fasciste, totalitaire et technosolutionniste, c'est envisageable. Donc, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est pour aussi regarder... Là, pour le coup, dit comme ça, on va pas se mentir, hein, Julien.
Ben oui, on va pas se mentir. Exactement, c'est pour ça que je vous dis ça. On va pas se mentir. Il faut regarder les tendances quand même politiques à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Des populismes d'extrême droite qui gagnent du terrain, des logiques qui nous laissent penser qu'à travers les logiques technologiques, on va régler cette problématique du carbone. En fait, ce n'est pas une problématique uniquement du carbone. Donc, il ne faut pas occulter ça. En même temps, il y a une question de mise en désir, c'est-à-dire que la transition, elle nous invite aussi à reconsidérer notre rapport au territoire, aux vivants, au temps, aux autres. Il y a plein de choses à y gagner. Il y a de la nouvelle valeur, des richesses additionnelles qui sont à faire valoir. Et donc, nous, on pose la question de la transition en complément de ce qui était dit juste avant, comme une logique de conduite de changement. C'est-à-dire que c'est à la fois une question de deuil d'un modèle hérité du passé qui, pendant plus de 3 siècles, a développé un mode de développement fondé sur les logiques industrialistes, le volume, l'extractivisme, les logiques pyramidales, la domination. Et l'enjeu, c'est d'arriver à faire le deuil de ce modèle parce qu'en même temps, il nous constitue. Il est ce qu'on est. Il nous a fondés. On a des liens d'attachement. Et pour le coup, pour venir d'un territoire dans lequel j'ai travaillé pendant longtemps, fondé par l'industrie minière, c'est pas simple de se détacher d'une identité minière qui vous fonde sociologiquement, anthropologiquement. Et en même temps, c'est une question de mise en désir, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la sidération, la peur de l'inconnu, et arriver à se projeter sur quelque chose qui nous met en mouvement. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de mise en récit, pas uniquement parce qu'il faut développer un grand storytelling descendant de « ça y est, on a trouvé la solution et c'est parti », mais parce qu'en fait, c'est aussi un changement de représentation et de regard des acteurs qu'il faut mettre en mouvement et accompagner dans cette dynamique. Alors, on va en parler du nouveau récit. Et donc on a bien posé les bases du sujet et rappelé quelques réalités. Merci Julien. À présent, donc, on va essayer d'identifier quels seront les leviers de ce futur désirable. Juste avant, fin du teaser, avec vous Pierre-Éric, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'éco-anxiété dont on parle beaucoup. Vous, quelle est votre propre définition de l'éco-anxiété ? Alors, moi, je m'appuie sur une définition scientifique, qui est une définition assez simple, qui a été produite en 2021 par une équipe australo-néo-zélandaise, l'équipe de Hogg et Ali. C'est une détresse psychologique pour faire face qui essaye de faire face aux enjeux environnementaux. Alors, elle a le mérite d'être simple et en même temps, elle est complexe si on commence à la décortiquer. Si vous voulez, une détresse psychologique, pour un psychologue, ça veut dire quelque chose de très clair. Ça veut dire que c'est un état intermédiaire entre l'état de santé mentale positif, celui qu'on a en général tous quand on va bien, et puis l'état extrême du continuum de la santé mentale, qui sont les psychopathologies ou les maladies mentales. Entre les deux, vous avez cet état de détresse psychologique, qu'on appelle vulgairement d'ailleurs dans le langage courant le mal-être, d'accord ? Alors, sans trop savoir ce que ça veut dire. Mais en général, une détresse psychologique, elle a 3 déterminants. Des problèmes cognitifs, des problèmes affectifs et des problèmes comportementaux. Et l'éco-anxiété est classée par les chercheurs dans cette catégorie intermédiaire. Donc pour le faire simple, ça veut dire que ce n'est pas une maladie, mais que ça peut rendre malade. Ça n'est pas une maladie parce que ça n'est pas une psychopathologie référencée par les tableaux nosographiques cliniques tels que ceux que gère l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est un mal-être qu'il faut, regarder de près pour pas qu'il se chronicise ni s'intensifie, sinon il bascule vers des maladies bien connues comme la dépression, une dépression réactionnelle, ou un trouble anxieux généralisé. Donc vous voyez bien, c'est complexe. C'est ni une maladie, mais ça peut rendre malade. C'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade. Donc il faut faire attention à ça. Alors, les scientifiques de cette équipe, de Hogg et Ali, ont déterminé un tableau clinique en 4 familles, donc des troubles, des symptômes cognitifs, c'est-à-dire des ruminations, des idées noires liées aux informations négatives que les scientifiques font venir du réel, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, sécheresse, tout ce que vous connaissez sur le climat, le dérèglement du climat, etc., et les conséquences que ça peut produire. Donc ça provoque des ruminations. Et une rumination, qu'est-ce que c'est ? C'est une pensée négative qu'on fait tourner dans sa tête en permanence, qui va nous empêcher de dormir. Et ça provoque aussi, puisque c'est des informations anxiogènes, des affects négatifs, c'est-à-dire des peurs, des manifestations anxieuses. C'est exactement le terme, des manifestations anxieuses. D'où le terme d'ailleurs d'éco-anxiété, qui est un faux ami avec
en français, un trouble anxieux. Hein. C'est comme la dépression, ce n'est pas la même chose que la déprime. Eh ben, avoir une manifestation anxieuse, c'est pas forcé que vous ayez un trouble anxieux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, ensuite, vous avez troisième famille de symptômes, des troubles du comportement. Donc ça empêche de dormir, je le disais. Ça va nous isoler des autres parce que très souvent, l'éco-anxieux, il va être perçu comme un Cassandre qui est tout le temps en train de ressasser les mauvaises nouvelles et de les annoncer, hein, de dire ok, c'est en train de se dérégler, là le climat, il faudrait arrêter avec l'avion. Et ceux qui sont en face, on dit bah, pourquoi on arrêterait l'avion? C'est super de prendre l'avion. Et l'entourage ne voit pas forcément le lien de cause à effet entre leur comportement et les causes du dérèglement climatique. Et les éco-anxieux, eux, le voient. C'est en ce sens d'ailleurs qu'ils sont éco-clairvoyants. Ils voient à l'avance, avec des lunettes spécifiques, ce que les autres ne voient pas encore, enfin, leur entourage consumériste. Et enfin, dernière catégorie de symptômes, et je terminerai là-dessus, c'est ce qu'on appelle les symptômes conatifs, c'est-à-dire l'anxiété de ne pas en faire assez pour la planète et l'environnement. Non seulement eux le perçoivent, pour eux-mêmes, mais aussi évidemment dans leur entourage. Donc ils en sont d'autant plus éco-anxieux. Alors, les éco-anxieux ne concernent d'ailleurs pas que les jeunes. Jasmine, qu'est-ce que vous observez, vous, à votre niveau? La réponse me semble assez évidente, oui. En l'occurrence, l'éco-anxiété n'est pas une affaire d'âge ou de génération. Ça a été très focalisé sur un public jeune parce que les porte-paroles associés étaient très mis en lumière, étaient les plus jeunes. Donc, je pense à Greta, je pense à différents porte-paroles qu'on voit dans les médias aujourd'hui, à qui on mis cette étiquette un petit peu activiste climat, souvent assez caricaturale et assez négative. Néanmoins, se battre pour la mise en lumière, pour un récit, pour une révélation presque de ces sujets. Ça fait 50 ans qu'ils sont portés par des scientifiques, par des personnes de tous les âges, précisément. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, puisque les plus activistes en parlent. Je vous invite à lire le livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, où toute l'introduction, c'est un plaidoyer à cet intergénérationnel pour faire face, ou à voir le court-métrage de Camille Etienne, qui est une grande figure aussi de l'activisme sur le climat aujourd'hui en France, qui a produit un petit documentaire qui dure 12 minutes, qui est très poétique, que je vous invite à voir, qui s'appelle Génération, et qui est justement une invitation à faire face ensemble avec, en l'occurrence, sa mère et sa grand-mère dans ce court clip. En fait, c'est vraiment pas une histoire d'âge, ni de génération. Il faut sortir de ce récit que l'écologie est un sujet que pour les jeunes. Bien sûr que non, et d'ailleurs, dans la réalité, c'est souvent moins le cas. Je peux compléter parce que très vite, dans ma patientèle, et comme le montre un certain nombre d'études scientifiques, c'est carrément le cas. Hein, c'est prouvé scientifiquement ce que vient de dire ma voisine. C'est-à-dire que ça n'est pas réservé qu'aux plus jeunes. Clairement, il y a un peu plus d'éco-anxieux chez les jeunes, mais il y en a beaucoup dans toutes les autres générations, presque autant, presque. Alors, on va finir sur ce volet peur. Dans un instant, on va s'intéresser à l'accompagnement rapidement. J'aimerais, juste pour clôturer le volet peur, qui n'est pas nécessairement négative. Tu citais Camille Etienne, je voulais également la citer parce que dans son dernier livre, justement, elle parle de la peur et elle dit ces mots, que l'éco-anxiété est une réaction saine à un monde malade. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Julien? J'ai beaucoup de respect pour Camille Etienne et tout ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est une réaction saine. Je pense que ce qui est sain, c'est l'engagement. Rester dans l'éco-anxiété, ça peut être rester dans la sidération. C'est ne plus bouger et être perdu. Donc non, je pense que ce qui est sain, c'est la capacité à sortir du déni, à voir la réalité en face et à trouver une trajectoire d'épanouissement malgré les difficultés auxquelles on est confronté. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle la combat par l'action. Alors, je suis en phase avec ça, c'est-à-dire l'engagement comme vecteur premier. Et d'ailleurs, les questions de transition doivent partir de ce qui favorise et crée les conditions d'engagement dans les territoires à mettre en mouvement. Et ce n'est pas souvent une cause écologique à la base, l'engagement. Ça peut être une cause patrimoniale, ça peut être un attachement esthétique, ça peut être un regard sur le paysage, d'où les conflits qu'on traverse quand on parle d'énergie renouvelable, d'installation d'unités de production, parce qu'en fait, ça vient toucher aussi à des cordes sensibles. Et ces cordes sensibles ne doivent pas être occultées, elles sont au cœur de notre capacité à déployer le mouvement. Alors pour terminer sur ce volet, donc éco-anxiété, fermez la parenthèse, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle s'accompagne, cette éco-anxiété? Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit avant l'accompagnement, parce que c'est important ça. Bien comprendre que l'éco-anxiété, ça n'est pas qu'une énergie négative, mais c'est une énergie positive en fait. C'est d'abord une énergie négative, mais c'est aussi une énergie positive qui nous met en action. Il faut bien le comprendre. Si on sort du fond du trou, en fait, c'est ça le seul problème. Si on ne sort pas du fond du trou, on va vers une psychopathologie. C'est là où elle devient une maladie.
Alors, l'accompagnement, ça s'appuie sur en fait, la nosographie, c'est-à-dire le tableau clinique que j'ai présenté. D'abord, les éco-anxieux, ils sont sursaturés d'informations, donc il faut régler le canal. Il faut faire attention, il faut filtrer les informations, parce que l'être humain, il a une tendance naturelle, ça a été calculé par les scientifiques, 2,7 fois plus, il est aimanté 2,7 fois plus par l'information négative que positive. Donc il faut être conscient qu'on est son propre ennemi, son pire ennemi là-dessus, et donc réguler l'information, mais surtout, aller chercher l'information positive. Alain disait, le pessimisme est de nature, mais l'optimisme de volonté. Donc il faut vraiment se faire une détermination personnelle d'aller chercher les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a plein. Moi, j'en ai découvert plein aujourd'hui, aujourd'hui dans le forum. C'était super, notamment sur la mobilité, j'ai adoré, j'ai pris plein de photos, des petits films, etc. Parce que ça, je vais le rapporter à mes patients, pour leur dire, regardez, il y a des choses qui se font, et pourquoi pas vous? Deuxième point, donc traiter les affects liés à l'éco-anxiété qui s'appuient sur des éco-stresseurs assez inédits. La fonte de la banquise, on ne l'a jamais connue. Donc ça sous-entend que derrière, il faut réguler cette charge émotionnelle qui est très forte, en réajustant les objectifs en fonction de la capacité de la personne. Donc c'est travailler sur sa capacité, sur ses ressources personnelles, ses points forts, et ses points faibles aussi, parce qu'il ne faut pas tomber dans le syndrome du super-héros pour s'attaquer à tous les éco-stresseurs que nous renvoie notre planète. Se donner des objectifs atteignables. Exactement, tout à fait, avec nos ressources. Et la personnaliser, rendre interne l'action qu'on va conduire et pas la chercher à l'extérieur de soi. Et enfin, il y a un troisième point qui est équilibrer ses valeurs écologiques avec les valeurs de la doxa consumériste. La société de consommation ne va pas changer du jour au lendemain, elle va résister. C'est le principe d'ailleurs de ce que les psychosociologues appellent les minorités passives actives versus les majorités actives. Passive, minorité active versus majorité passive. C'est ce qui s'est passé avec le droit de vote des femmes. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Il a fallu que les suffragettes se battent, qu'il y ait des actions et méritent pour que la société se dise au bout d'un moment on bascule vers le droit de vote des femmes. Ça va être pareil avec l'écologie. Même si, et les transitions écologiques, même s'il y a des earliers au départ, des gens qui sont impliqués depuis des années, pour que la majorité bascule, ça va prendre du temps, il faut avoir conscience de ça. Il faut se méfier du burn-out écologique, c'est-à-dire de celui où on se prend pour Superman ou Superwoman et on croit qu'on va arriver à tous sauver le monde avec ses petits bras musclés. Il y a des formulations dont on entend beaucoup parler, je pense notamment aux nouveaux récits, aux nouveaux imaginaires. Pour changer de paradigme, est-ce que ça suppose au préalable de faire évoluer les narratifs, Julien ? Alors, c'est indispensable de faire évoluer les narratifs, mais qu'est-ce qu'on entend par narratif? C'est-à-dire que si on reste dans une approche descendante et dominante d'un récit où la transition serait arrivée et voilà, on vous calque une manière de vous représenter ce qu'est la transition, ce qu'est la société, et en gros qui vous impulse, qui vous convoque à agir dans ce sens-là, c'est pas suffisant. En fait, parler de mise en récit, c'est ce que disait monsieur, c'est arriver à se représenter les choses différemment. Je peux voir le verre à moitié vide ou je peux le voir à moitié plein, c'est le même verre. Donc ça suppose une logique de proactivité sur l'histoire qu'on veut voir et qu'on veut regarder. Et en fait, la mise en récit, si vous voulez, c'est à la fois une capacité donc, à communiquer de manière honnête et sincère, et donc d'utiliser aussi les leviers du marketing et donc du storytelling. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, et on aurait bien le droit, avec toutes les solutions qui s'organisent dans les territoires en transition, voilà, de mettre ça en avant. Mais ça ne peut pas suffire. Le storytelling, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, la mise en récit, c'est d'abord une mise en trajectoire, à titre individuel ou à titre collectif, d'où je viens, d'où on vient, à quoi sommes-nous attachés et où on va. En termes de prospective, d'où l'importance des travaux de l'ADEME, d'ailleurs, moi je le souligne, sur les scénarios qui ont été une grande avancée conceptuelle et organisationnelle dans les territoires pour réussir enfin à se projeter sur quelque chose qu'on puisse voilà, se représenter. La mise en récit, c'est aussi de l'évaluation. Tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais se raconte. La capacité à prendre des risques partagés. Quand il faut faire un investissement lourd dans un territoire et que personne ne peut le faire seul, ou arriver à mettre la concurrence à distance dans des logiques d'écosystèmes coopératifs, ça a de la valeur. Mais vous donnez un indicateur de capacité à prendre un risque partagé. Je ne sais pas le faire en métrique. Par contre, je peux le raconter. Ça, c'est aussi de la mise en récit. Donc la mise en récit, elle doit s'attacher à avoir une dimension, certes, performative, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit nous remettre en trajectoire, honnêtement, sincèrement, et elle doit nous permettre d'évaluer là, ce qu'on est en train de produire, et des choses qu'on ne peut pas toujours comptabiliser. Merci Julien.
Alors, chez Youth Forever, vous militez pour l'intergénérationnel, hein, Jasmine, vous l'avez dit. Pour vous, c'est le premier levier pour mener des transformations. C'est une question. Vous faites comme vous voulez, Jasmine. Évidemment, on l'a déjà dit, c'est une affaire de tous et en fonction de ses ressources, en fonction de ses moyens. Et moi, j'ai été très interpellée, notamment, je ne sais pas si vous connaissez le Relais Jeunes, c'est une initiative qui va d'une association qui va à la rencontre de lycéens partout en France en mobilité douce pour accompagner cette prise de conscience des plus jeunes sur cette question. Ils disent qu'ils cultivent une sorte de déni. En fait, ils expliquent que pour accompagner notamment les collégiens, lycéens dans l'appropriation de ce dont on est en train de parler, ils essayent de trouver des paliers pour essayer de ne pas tout de suite tomber dans cette anxiété qui peut être très, très vertigineuse et trop d'un coup. Quand on revient à cette question d'intergénérationnel, je pense qu'on l'a bien compris. Je pense que tous les jeunes, en tout cas que je rencontre, il y en a... bon, non, c'est pas vrai, mais globalement, on a bien compris qu'il fallait faire ensemble. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre ceux qui ont du pouvoir, de l'influence, qui sont capables, qui ont les compétences. Et quand on regarde les plus jeunes, ils sont souvent tellement démunis parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Et à part devenir éco-délégué et aller embrouiller ses parents pour trier ses déchets, on ne va pas aller très loin, quoi. Et ils le partagent, cette difficulté à trouver les bons leviers à leur propre niveau. Et donc, ils se sentent probablement très impuissants face à la situation. De l'autre côté, quand on va voir ceux qui ont le plus de pouvoir et d'influence, que ce soit à l'échelle d'un territoire, d'un comité exécutif, d'un conseil d'administration, c'est là que se jouent les décisions fondamentales qui vont faire progresser le sujet. Donc peut-être une question d'intergénérationnel, oui, parce qu'il faut laisser personne de côté. Mais c'est surtout une question de qui aujourd'hui et qui demain ont le pouvoir et la capacité et l'influence pour faire bouger les lignes. Et ça, je pense que vous êtes nombreux dans la salle à être concernés. Donc plutôt, ayons ce prisme de lecture en tête. Pierre-Éric. Une petite synthèse de ce que viennent de dire mes deux acolytes. Là, on vient de parler du plan, on va dire, transgénérationnel, qui est un plan horizontal, mais il y a un plan vertical. C'est-à-dire que l'action, elle est beaucoup plus efficace dès lors qu'on aligne le rayon d'action individuel avec le rayon d'action collectif et enfin le rayon d'action sociétale, ce que représente ici l'ADEME. Il y a des projets extraordinaires qui ont des effets de levier gigantesques à partir du moment où on arrive à aligner ces trois sources d'énergie que sont l'individu, les collectifs proches, les ONG, les entreprises et les sociétés, les institutions comme l'ADEME, l'État et bien sûr l'ONU. Et on a des tas d'histoires extraordinaires qui sont présentées par les gens qui communiquent et qui travaillent sur un nouveau récit pour montrer que c'est possible d'avoir d'énormes effets de levier. Julien, j'aimerais votre regard sur cette jeunesse à qui on impose un héritage subi et dont une bonne partie se bat pour essayer d'espérer et de laisser aussi un futur plus désirable. Moi, cette jeunesse-là, je la soutiens, de s'engager, d'essayer de faire émerger autre chose et de ne pas prendre l'héritage comme quelque chose de donné et qu'on ne peut pas transformer. Mais en même temps, il n'y a pas une jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse en milieu rural, elle vote massivement Front National. La jeunesse en milieu urbain populaire, elle vote massivement pour une gauche radicale. Ce n'est pas la même jeunesse. Sauf si on regarde du point de vue de la psychanalyse et en tout cas du rapport sociologique de cette jeunesse, c'est-à-dire le sentiment de ne pas avoir des codes ou des valeurs reconnus et donc de ne pas trouver sa juste place dans la société qui s'invente. Donc la jeunesse, ce n'est pas un monobloc. J'ai l'impression que ce qui se joue dans une ZAD et qui mobilise pas que des jeunes, mais aussi des jeunes, fait émerger des solutions, des idées, des choses sur lesquelles l'État serait, je pense, bienvenu pour être en appui, en compréhension et en révélation des solutions aussi qui s'inventent dans la gestion d'un monde en commun où les ressources naturelles sont de plus en plus rares et précieuses, et pas juste surveiller et punir. Mais je pense aussi que les quartiers populaires, ils ont des choses à faire valoir. Le rapport à l'écologie en milieu populaire, on voit bien à quel point c'est une question de récit aussi, c'est-à-dire la façon dont des actes de sobriété, pas forcément choisis, mais subis en fait, vont dans le sens de ce qu'il faudrait faire, le partage, la solidarité. Enfin, on passe notre temps à mettre ces valeurs-là en avant. Et dans certains quartiers, du fait d'une image collée par un certain récit médiatique, tous ces gestes, toutes ces pratiques, tous ces usages-là ne sont pas reconnus en tant que tels. Donc moi j'invite
je nous invite collectivement à appuyer la jeunesse, quelle qu'elle soit, des campagnes ou du monde urbain, à s'engager et à prendre sa part dans cette activité. Alors, à vous écouter, Jasmine, on a bien compris que la jeunesse ne doit pas être le porte-drapeau, pas celle qui doit forcément montrer la voie, que ce soit dans la société ou l'entreprise. Un de mes métiers, c'est de prendre la parole dans des événements plutôt entreprises, privées. En l'occurrence, je suis toujours très troublée qu'on arrive encore à tenir un récit, notamment dans les directions de on est rassuré pour le futur, la jeunesse était... Et bon, quand ils le disent en positif, hein, mais la jeunesse a l'air informée, a l'air motivée, nous avons espoir grâce à la relève. En fait, non. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce récit? Je pense pas que enfin, je rejoins complètement ce que tu dis sur la jeunesse. Déjà, il faut se poser la question de est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle a les ressources financières? Est-ce que c'est sa priorité de s'engager pour mener cette transition? Quelque part, oui, mais est-ce qu'elle a une assez bonne santé physique? Est-ce qu'elle a une bonne santé psychologique? Est-ce qu'elle a les ressources? Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir un toit, de manger à la fin du mois, de peut-être avoir une voiture pour se déplacer. Enfin, c'est des choses très concrètes et très pragmatiques. Avant de s'engager dans des chantiers faramineux, il faut quand même lui donner les moyens d'eux. Donc il y a un peu cette question de pluralité et d'hétérogénéité qu'il faut quand même bien quantifier et qualifier. Et puis derrière, est-ce qu'elle a envie? Parce que derrière, ce qu'on voit, c'est aussi beaucoup de jeunes qui se dédouanent, qui sortent de leurs responsabilités en disant mais c'est pas à moi de le faire en fait. Bon, maintenant je vais profiter, moi je vais prendre l'avion, moi je vais jouer à l'influenceur, etc. En fait, d'autant plus après l'après-Covid, quoi. D'autant plus. Et en fait, la jeunesse, comme tous les âges et comme toutes les générations, c'est un panaché de réalité et de perception et de rapport au monde. C'est une diversité énorme. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à les fédérer déjà pour leur donner les moyens, première étape, puis de leur donner envie, et puis de ne pas confondre en fait jeunesse avec moi ou avec ceux qui sont sur les plateaux télé aujourd'hui. On est loin de représenter qui est la jeunesse française. Donc regardons les chiffres en face, mais voyons le verre à moitié plein, parce que derrière, faut pas attendre que les jeunes deviennent grands pour les associer. Il faut pas non plus opposer et créer de grandes fractures soi-disant sur cette thématique. Est-ce que tu pourrais nous préciser comment vous saisissez de ces sujets avec Youth Forever et quel est votre mode d'action concrètement? Alors, Youth Forever, c'est une association qui a presque 2 ans et demi. On aime bien dire que notre raison d'être, je vous ai posé un peu notre pourquoi, donc c'est de répondre à la question du qui va le faire, mais derrière, comment est-ce qu'on agit? Et on aime bien dire qu'on est à 3 niveaux. En anglais, nous on dit Care, Enable, Impact. En gros, premier étage, c'est prendre soin. Parce que vu l'état, le portrait entre guillemets des générations aujourd'hui, il va falloir prendre soin des gens, leur permettre de donner les moyens financiers, psychologiques, etc. pour être en capacité et pouvoir s'investir dans ces sujets. Derrière, c'est comment est-ce qu'on met en capacité. Là, en l'occurrence, c'est des formations, c'est donner du pouvoir, c'est donner des compétences, des connaissances, c'est associer à des consultations, peut-être à des actions, peut-être financer des initiatives. Et donc ça va être tout un maillage d'écosystèmes à créer pour mettre en capacité et le tout pour transformer. En l'occurrence, moi, je le travaille au niveau d'entreprise avec des questions de gouvernance, de contrat de travail. Comment est-ce qu'on travaille à tous les niveaux et pas que au niveau individuel. Et en effet, je vous rejoins, on va remonter la chaîne de valeur pour parler à tous les niveaux collectifs, d'entreprise et puis peut-être de la société. Et donc on essaye d'osciller entre information, donc faire des études pour prouver, pour démontrer, pour mettre en lumière les chiffres, et formation pour donner les moyens. Et puis moi, mon territoire, c'est le travail et l'entreprise, mais et aussi mon but, c'est de connecter à tous ceux qui le font beaucoup mieux sur le terrain et dans d'autres écosystèmes. Alors, il nous reste à peine 5 minutes. On a parlé des coopérations, on a parlé donc de l'entreprise, de cette nouvelle génération, en tout cas de la jeunesse. On a parlé des territoires. J'aimerais juste, avant qu'on vous pose une dernière question, parler du temps, parce qu'il a été évoqué pendant vos échanges. On vit dans une société où tout va très vite, et face à toutes ces préoccupations, ce changement climatique, est-ce qu'on peut avoir le luxe de prendre du temps pour co-construire ce futur désirable? Et je voudrais avoir votre avis à tous les trois. Allez, en 30 secondes chacun, avant de vous poser la dernière question. Pour commencer, ce que je trouve intéressant, moi j'aime bien parler des jeunes comme une loupe sur la société.
que les jeunes ne sont pas une catégorie à part, et puis les jeunes grandissent et les jeunes changent tout le temps. En l'occurrence, j'aime bien regarder ce qui se passe chez eux pour décrypter peut-être un nouveau, pour regarder le futur, en gros. Dans le rapport au temps, il y a quelque chose de très intéressant, puisqu'ils sont dans un temps très instantané. Les anthropologues parlent du temps qui était chronos avant, en grec, ça veut dire le temps long dans lequel on se projette. Aujourd'hui, il est kéros, c'est le temps de l'instantané. Ça se voit dans nos usages, dans les réseaux sociaux, dans la façon dont on consomme, dont on vote, dont on interagit les uns avec les autres. Peut-être qu'on peut revenir à cette notion d'instantanéité et se mettre en action aujourd'hui, maintenant, et donc proposer un temps certes long, mais en revenant au temps très court pour se mettre en action. Pierre-Éric. Je vais avoir une réponse un peu philosophique. Le temps, et surtout le futur, c'est ce qui n'arrive jamais. En fait, ce qui advient, c'est l'avenir. C'est-à-dire que tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on programme pour le futur, ça n'arrive pas, alors que ce qui advient, lui, advient dans le présent. Donc on parle d'avenir désirable plutôt que futur désirable. Ouais, je préférerais. Ok, très bien, c'est noté. Voilà, je serais laconique. Et moi, je dirais que cette capacité à allier les 3 types de temps, donc chronos, la trajectoire, ça nous invite à savoir d'où l'on vient sur le temps long, avoir une trajectoire prospective, et même si on ne la tient pas, ça nous fixe un horizon. C'est effectivement le kairos, saisir des opportunités, mais on peut s'épuiser à saisir des opportunités. Donc comment ces opportunités font-elles sens dans la trajectoire qu'on a définie? Et puis enfin, peut-être pour rester sur la philosophie, l'aion, c'est le 3e type de temps, c'est le temps de la permanence, c'est le temps qui ne changera jamais. C'est un rapport peut-être bouddhiste au temps, mais il y aura toujours de la souffrance et il y aura toujours beaucoup de joie, et c'est la condition humaine. Et il y a une dernière question qu'on souhaitait vous poser pour revenir à la thématique de cette table ronde qui est le futur désirable qu'on va renommer en avenir désirable. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Alors, ne répondez pas tous les 3 en même temps. Hein? Pierre-Éric. Non, Julien. Moi, ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui, avec la fabrique des transitions, on le constate très fortement, c'est que cette question de la transition écologique, c'est ni de gauche ni de droite, c'est-à-dire c'est devenu transpartisan. Alors, il y a différentes manières de s'en saisir en fonction de la polarité qu'on a, mais partout où on va, on constate une envie et un désir de créer des dynamiques qui répondent aux besoins du territoire, et le territoire à faire en commun devient une nouvelle éducation populaire qui mixte les générations, qui mixte les profils, et donc en fait on vit une époque formidable en termes d'exploration. On pensait qu'on avait fait le tour du monde, en fait il y a un nouveau rapport au monde qui s'ouvre. Oui, moi j'aurais plutôt envie de parler d'espérance plus que d'espoir, pour faire écho à ce que vient de dire mon voisin. L'espoir, c'est de se dire demain il va pleuvoir sur mon champ qui est desséché. Alors que l'espérance, c'est de se dire on va changer le système pour prendre en compte les sécheresses et faire en sorte que le futur soit un avenir désirable. Très bien. Question pirouette, réponse pirouette. Mon espoir, c'est vous. C'est des événements comme celui-ci où on essaye non pas de parler, parce qu'on parle beaucoup et on en parle depuis 10 ans, de ce grand défi écologique, mais de passer à l'action et en fait de plus en parler presque et d'agir, de montrer, de raconter, parce que c'est un levier, mais derrière de revenir à chacun d'entre vous. Donc merci à tous les stands, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et puis espoir peut-être de vous revoir. N'hésitez pas à me contacter pour en parler au travail, comment faire. C'est une perche que j'utilise à la fin de cette réponse. C'est une belle perche. Merci à tous les 3 pour ces quelques mots d'espérance en conclusion. Je vous invite chacune et chacun à suivre l'Observatoire de l'éco-anxiété, Youth Forever, avec notamment aussi le rôle d'observatoire que vous avez avec des travaux qui sont hyper éclairants sur la jeunesse, et enfin la fabrique des transitions. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, donc n'hésitez pas à poursuivre cette table ronde en allant recueillir l'information un peu plus loin. Merci à tous. Merci donc à nos invités, on peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup. C'était passionnant, vraiment. Comment conjuguer performance financière et performance environnementale afin de mettre l'impact écologique et social au cœur d'une organisation? C'est notre question. Oui, la large question. Et pour répondre à cette question, on vous propose un regard croisé qui va s'opérer entre Emeline Baume-Debrosse, qui est vice-présidente à l'économie, le commerce, le numérique et la commande publique pour la métropole de Lyon. Et également, on retrouve Sylvain Wasserman, président de l'ADEME. On peut les applaudir très fort, merci. Bonjour Evelyne, ravi de vous retrouver, Monsieur Wasserman. Merci
Merci à tous les deux pour votre présence. Alors, Emeline, je précise que vous avez œuvré à l'élaboration d'une feuille de route autour de l'économie à impact, non pas qu'à l'échelle de la métropole de Lyon, puisqu'elle associe également l'Agence de développement économique du territoire. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les principaux leviers de cette feuille de route ? Oui, bien sûr. Bonjour à chacune et chacun. Donc, j'ai la chance d'être en responsabilité sur un territoire urbain dense qui a autant des quartiers populaires que des villages. Et sur ce territoire, il y a depuis 1974 une agence de développement économique qui va beaucoup plus loin, alors qui ne fait pas la taille de la région Aix-Rhône-Alpes et surtout pas Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui touche plein de communes moyennes, de villes moyennes, et on s'est posé la question de la robustesse du système socio-économique de ce vaste territoire, en particulier grâce à l'interpellation d'un chercheur qui s'appelle Olivier Hamant, et en se disant, voilà, qu'on soit de gauche ou de droite, comme l'ont dit les interlocuteurs précédents, comment on fait ensemble pour transformer le territoire, et donc travailler la robustesse des filières, travailler l'acceptabilité de la diversité des activités, et travailler aussi la justice sociale, puisqu'on est dans un territoire, mais comme tous les territoires de France, où il y a des sujets d'inégalité. Et donc on s'est donné une feuille de route, même si le beau n'est pas très joli, mais autour de ce qu'on a nommé l'économie à impact, qui fait beaucoup de débats, le sujet impact, mais il fallait bien qu'on trouve une accroche, et on n'est pas aussi bon que celles et ceux qui portent les nouveaux narratifs. Mais par contre, on a des outils, on s'est doté d'un observatoire de l'économie à impact qui agrège des données, non pas de communication de la métropole de Lyon ou de la DERLE, l'agence de développement économique, mais bien il y a des données de l'ADEME, des données de l'agence de l'eau, mais aussi des données de la CAF, etc. sur 3 sujets, la question de l'inclusion et de la justice sociale. Donc là-dedans, vous retrouvez tous les sujets autour de l'égalité femmes-hommes, de l'insertion sociale et professionnelle, etc., etc. Vous avez la question de l'environnement, voilà, donc eau, déchets, énergie, et vous avez la question de la soutenabilité économique, c'est-à-dire quelles sont vos pratiques en matière d'achat, quelles sont les pratiques en matière d'achat sur le territoire, par exemple la question de l'éthique des affaires, etc., etc. L'idée de cet observatoire, c'est d'avoir du factuel pour sortir éventuellement de débats idéologiques, c'est de dire voilà, on en est là et on veut aller là, et on trace une trajectoire ensemble. Collectivement, on s'en donne les moyens que je manipule, moi, c'est du commun, c'est de l'argent public, et ça nous permet d'aller vers les organisations et les entreprises, comme ça, avec cette donnée factuelle, pour qu'ils puissent se situer. Ouais. Alors, vous venez d'évoquer l'Observatoire de l'économie à impact. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous partager qui répondent aux enjeux de transition écologique ? Oui, alors en déclinaison en fait de ce grand observatoire, on a même d'ailleurs commencé par ça, on s'est dit la base, c'est quand même de permettre aux organisations de notre territoire de se situer par rapport à ces sujets d'impact environnemental, social et en coopération. Et donc on a créé un outil en données ouvertes qu'on a co-construit avec des organisations qui s'appelle Quel Impact, qui permet de regarder à 360 degrés ce que je fais dans mon organisation, que je sois une asso d'EducPop ou un gros industriel à capitaux mondiaux, je peux me situer et ça permet d'avoir... C'est un fichier Excel avec 192 lignes, mais ça permet d'avoir toutes les infos de ce que porte le territoire et la diversité du territoire en termes de solutions, d'éco-incitation, d'accompagnement, etc., etc. Parce que ce qu'on observe en général, c'est qu'il y a des dirigeantes, des dirigeants, des administratrices, des administrateurs, des élus qui savent, mais ils n'ont pas toute la palette des accompagnements et des éco-incitations. Et puis de l'autre côté, on a des hommes et des femmes qui disent bah, « moi je suis super top sur les ENR », mais par contre, je vous fais un retour d'expérience, une super entreprise qui m'a dit bah en fait Emeline, moi les seniors, j'avais pas en tête en fait. Effectivement, je me suis rendu compte que je travaillais pas ce sujet de l'emploi des seniors. Bon bah super. Depuis hier, on a la preuve que les entreprises et les collectivités partagent le même objectif d'accélération de la transition écologique. Sylvain Waserman, j'avais une question. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer d'un côté les injonctions législatives et réglementaires et de l'autre les incitations pour justement avancer dans la même direction ? Mais en fait, je pense que c'est une question que se posent toutes les démocraties en réalité. Et tous les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, se dire où est-ce que j'impose et où est-ce que j'incite. Alors nous, l'ADEME, on est dans une position particulière parce qu'on est là, évidemment, pour déployer des solutions, mais aussi pour, on dit souvent, éclairer et parfois inspirer la décision publique, qu'elle soit locale ou nationale, soit avec des données, soit avec des faits, soit avec des analyses scientifiques. Et finalement, quand on regarde les différents types de changements, toutes les solutions ne s'adaptent pas à tous les types de changements. Quand on a un changement qui est imposé,
ben, on va essayer de chercher l'acceptabilité citoyenne qui va être déterminante pour réussir, qu'on soit encore une fois au niveau local ou au niveau national et quelle que soit la couleur politique. Quand on est sur un changement qui nécessite de l'investissement, que ce soit une industrie qui se décarbone, que ce soit une famille qui doit s'équiper d'une voiture électrique ou d'une pompe à chaleur, ben là on va être plus sur le levier de l'incitation financière, parfois de l'accompagnement du changement. On a vu que si vous donnez, y compris 100% de financement à une famille en précarité énergétique, c'est pas pour autant qu'elle va savoir piloter le projet de la rénovation de son logement. Il y a d'autres types de changements qui sont de l'ordre du renoncement. J'étais attaché à telle chose, mais bon, ça ne cadre plus avec les nouveaux enjeux, donc je vais y renoncer. Et là, il faut que l'effort soit juste, qu'il soit justement réparti. Vous acceptez de faire des efforts, mais il faut que ce soit juste et que vous le ressentiez comme tel. Et puis le dernier type d'effort, c'est plus l'habitude positive. Bah, je vais bien trier, je vais arrêter d'acheter du shampoing en bouteille avec 90% d'eau dedans et plein de plastique. Et puis je vais peut-être acheter un truc solide. Ça, c'est juste des bonnes habitudes positives où finalement je vais économiser 175 millions de bouteilles de plastique juste en faisant ce petit geste du quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à tous ces types de changements, il y a des leviers différents. Et c'est ça à la fois la beauté et la difficulté du modèle. C'est quel levier j'active et surtout cette espèce de vigilance qu'on doit avoir pour identifier le bon levier par rapport à la bonne typologie de changement. Alors concernant les achats justement, comment la commande publique peut-elle orienter toute l'industrie ainsi que les chaînes d'approvisionnement tout en étant, en tout cas en tenant compte des obligations environnementales? Alors l'achat public, d'abord c'est une dépense en général à peu près incompressible. Je vais parler de ce que je connais. Métropole de Lyon, 9600 agents. Je suis en charge entre autres du numérique. On doit acheter des terminaux numériques pour que les hommes et les femmes du service public puissent travailler. C'est pas un problème d'aller acheter du reconditionné parce qu'on a la chance d'être dans un territoire où on a des entreprises et des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui nous proposent ça. Et ben, on a spontanément, on a la loi AGEC, il y a le cadre réglementaire, mais on a spontanément activé ce levier. Et le fait d'activer ce levier, moi, en local, ça a permis d'envoyer un signal très clair à d'autres grands donneurs d'ordre qui achètent et qui n'osaient pas forcément, alors même qu'ils ont des feuilles de route RSE, pas de souci. Mais du coup, on s'est mis, moi je mesure à quel point la métropole de Lyon, mais d'autres collectivités et d'autres grands donneurs d'ordre ont une capacité à entraîner les autres, une capacité d'influence, à partager leur cahier des charges, pour être très clair, en données ouvertes, à partager comment ils ont formé leurs acheteuses et leurs acheteurs, à s'ouvrir par exemple à l'économie sociale et solidaire, à faire confiance et à y aller en alentissant correctement. Deuxième exemple qui est important parce que ça m'a bien touché ce qu'a dit le collègue de la Fabrique des Transitions. Moi je suis sur un territoire où il n'y a pas de mine, mais par contre il y a un passif lourd autour du textile. Et le textile, ça parle à chacune et chacun, je le dis souvent. Il se trouve qu'on est dans une société où a priori on ne se promène pas encore nu, c'est pas accepté, voilà, c'est comme ça, on a une norme sociale. Et puis il se trouve que par ailleurs dans nos environnements de travail, parfois on doit avoir des vêtements de sécurité. Tout ça, ça pollue, ça consomme de l'eau, etc., etc. On sait tous ça. On a toutes les collectivités, tous les gros donneurs d'ordre achètent du textile. Moi, Lyon s'est fait autour de la soie et j'avais envie, avec toute l'équipe de la métropole, d'envoyer ce message aussi à la filière industrielle du textile que oui, on veut acheter des équipements professionnels où on puisse enlever les logos pour pouvoir s'en resservir. On veut que les fermetures éclairs soient mis au bon endroit pour pouvoir aussi s'en resservir. On soutient aussi un prototype pour pouvoir trier par couleur et par type de fibre pour ensuite défibrer, refaire de fil, etc. Et ça, on l'a testé avec quelque chose que l'ADEME a co-construit qui s'appelle Ecobalise. Et mon message, c'est déjà super d'avoir des outils comme ça. Deuxième message, c'est très 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 puissant ce levier des achats publics, donc mettons-nous encore plus et mieux autour de la table et surtout une petite demande à l'agence qui bénéficie d'une énorme aura, c'est aidez-nous à former les acheteuses et les acheteurs dans le privé et dans le public pour que le sourcing se fasse bien et que la rencontre se fasse parce qu'il y a vraiment du potentiel dans nos territoires. Sylvain Wasserman. En fait, alors tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Emeline. Peut-être j'aurais insisté sur une chose. La commande publique, c'est l'arme absolue contre le greenwashing. Pourquoi? Parce que la commande publique, c'est des critères. À partir de 2026, critères environnementaux obligatoires. Vous avez 30 points sur 100 sur un critère environnemental. Et après, il y a un jury. Il faut des preuves.
Vous ne pouvez pas juste faire une grande déclaration de greenwashing. Voilà, il faut quelque chose de tangible, quelque chose de mesurable. Je parlais de ACT, je ne veux pas faire la pub pour ACT, mais quand même, ACT va permettre d'avoir une approche tangible, opposable, factuelle. Et toutes ces démarches qui vont consister à pouvoir répondre à des appels d'offres, je crois que ça va tirer la qualité des réponses et la qualité des offres pour montrer que la transition écologique dans l'offre qui est faite à la collectivité, qui après sera répliquée aux acteurs du privé, ben c'est tangible, c'est solide, c'est réel. Donc pour moi, c'est l'arme anti-greenwashing. C'est une des armes anti-greenwashing. Et l'avantage de l'achat public, comme ça a été dit dans la table ronde d'avant, et c'est extrêmement important, quand bien même on vit dans l'immédiateté, c'est cette question du suivi et de l'évaluation, de regarder en face le plan de progrès, de regarder en face ce qui a été fait, et de se dire quels sont les verrous, quels sont les freins, qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'acheteur, je ne m'y retrouve pas, qu'est-ce qui fait que toi, dans la réponse que tu m'avais apportée, tu n'as pas pu le mettre en œuvre, comment on peut réajuster les choses. Et ça, c'est super important de s'en parler à l'échelle territoriale et nationale. Alors, vous avez évoqué l'outil Ecobalise. J'aimerais, depuis hier, on a eu beaucoup de preuves, de belles preuves de coopération. On profite forcément de vous avoir tous les deux sur scène avec nous. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples concrets de coopération, de transversalité entre l'ADEME et la métropole de Lyon? Comme je l'ai dit assez spontanément, l'ADEME, donc moi j'ai en charge l'économie, et l'ADEME, ça reste une institution qui est identifiée par des dirigeantes, dirigeants, des décideurs, des administratrices, des administrateurs. Donc déjà, je vous le dis, ça, parce qu'il y a sans doute des salariés de l'ADEME d'ici qui ont besoin de l'entendre, et donc je vous le dis, c'est important. Il y a une très bonne réputation, et j'ai bien en tête, on se l'est partagé avec Sylvain en aparté, l'ADEME c'est un commun, c'est le commun qui va chercher de l'argent public ou qui pose, qui fait des choix pour accélérer certaines choses, mais avec du commun. Et quand le commun national rencontre le commun territorial, moi je n'ai que la capacité à aller chercher de l'argent local pour accélérer ce sujet, d'abaisser l'impact environnemental des activités et d'adapter le territoire et d'augmenter l'impact social. Donc forcément, on a de la coopération autour du plan climat, air, énergie territorial qui est en train en plus d'être revu sur notre territoire, mais je crois que c'est le cas sur beaucoup de territoires. On est un des territoires, mais comme pas mal d'autres territoires, qui est engagé dans des sujets d'économie circulaire. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est plutôt ça, moi, que je veux partager. C'est là, il y a une très forte maturité sur les sujets énergie. Ça monte un peu sur la biodiversité. Certaines et certains diront, ah, le vivant, Emeline, on n'en parle pas tant que ça. Il y a un sujet dont on parle pas beaucoup, alors même qu'on a des dirigeantes et dirigeants de TPE, PME, PMI, des jeunes chercheurs, des habitants qui nous disent mais et les ressources en fait, il n'y a pas que le sujet du cobalt et du cuivre, il y a globalement les questions de circularité, et il se trouve que dans quelques jours avec l'ADEME en local, on va pouvoir annoncer la création d'un accélérateur d'industrie circulaire, et je pense que c'est important de se dire que quand il y a de la maturité, de l'envie d'agir sur un territoire, et quand ça rencontre la capacité à accompagner de l'ADEME, bah, tout de suite ça va un peu plus vite. Et l'idée, c'est pas d'être les meilleurs, l'idée, comme disait Sylvain, c'est d'inspirer d'autres territoires et de se dire, bah voilà, on y va pas à pas, il y a le sujet de l'eau, mais il y a aussi le sujet des ressources, et on s'y colle parce que la question de l'économie circulaire, je redis, c'est pas qu'une question de REP et de recyclage, c'est vraiment transformer le modèle, et on n'y est pas encore. Sylvain Verzaman, pour conclure, pardon. On n'y est pas encore, oui, vous avez raison, effectivement. Non, mais ça fait réagir dans la salle. Pour rebondir sur ce que dit Emeline, c'est vrai que l'une des choses qu'on a partagées en parlant de cette table ronde, c'est qu'il y a effectivement cette notion de tiers de confiance qu'on essaye de construire et qui est pour nous précieux. C'est cette idée que nous, voilà, on a un rôle très, très précis, on est à notre juste place. Notre juste place, c'est d'essayer d'être aux côtés de tous ceux qui prennent le chemin de la transition écologique. On l'a vu avec notre méthodologie sur territoire engagé pour la transition écologique, que vous avez un chemin que vous empruntez. Vous y réussissez très bien. D'ailleurs, il y a 500 collectivités, plus de 500 maintenant, collectivités qui sont engagées dans cette démarche. Et là, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que nous, on ne prétend pas dire aux collectivités ce qu'elles doivent faire, c'est vous qui pilotez la vision de votre territoire, nous, on ne se permettrait pas de dire ça. En revanche, avec nos scientifiques, on travaille sur des méthodes, et un maire me disait, j'avais une réunion avec des élus hier, un maire me disait, ce qui était bien avec votre approche, la transition écologique, territoire engagé, c'est qu'en fait, on passe d'une somme de petits projets, qui étaient tous bien, mais d'une somme de projets, à une vraie approche
plus systématique, où on regarde à 360 degrés tous les sujets de la transition, où on fait nos choix, où on peut justifier devant nos concitoyens que voilà, parmi ces 42 sujets, on a choisi ces 28-là et on a lancé ces 14 chantiers, etc. etc. Donc cette approche assez scientifique, parce qu'il y a beaucoup de travail scientifique derrière, je le disais, l'ADEME, c'est 500 ingénieurs plus orientés recherche, 150 chercheurs, donc c'est des gens qui sont là pour apporter de la valeur méthodologique aussi, et donc pour nous c'est toujours une chance quand une grande collectivité comme la vôtre ou un petit territoire engagé prend ce chemin et utilise nos outils, bien sûr. Merci beaucoup. Merci donc à Evelyne Baume de Brosse et Sylvain Weserman de nous avoir expliqué et démontré à travers vos actions sur le territoire et l'accompagnement donc de l'ADEME que la durabilité environnementale peut non seulement contribuer à atténuer les risques et les coûts, mais aussi à stimuler donc l'innovation et la croissance à long terme. Merci vraiment. Et peut-être, pour continuer sur cette logique de coopération et aussi pour reprendre le thème de cette édition 2024 du Grand Défi écologique, qui, je le rappelle, est « Activons ensemble les solutions ». On peut dire que vous les avez activées. Non mais oui, en fait, j'ai demandé, c'était pas dans le programme vraiment complètement, mais j'ai demandé à Joël de nous rendre compte dans quelques minutes, là, très informellement, viens avec nous Joël. Bon, on va l'applaudir, Joël Colosio, directrice exécutive des territoires à l'ADEME. Vous teniez absolument à ce qu'elle soit avec nous, vous avez raison. Non, on va lui donner un micro. Parce que vous voyez, dans ce genre d'événement... Mais vous savez quoi? Prenez ma place. Oui. Allez, super à l'aise, Joël. Super, c'était pas prévu. Allez-y. Non mais c'est Joël qui s'y colle. Mais je veux juste expliquer pourquoi. En fait, dans la richesse de ce genre d'événement, c'était salué tout à l'heure et je vous en remercie, c'est les échanges, c'est les choses qui se passent entre des acteurs d'univers différents, réunis sur une thématique avec la même intention. Et on échangeait avec Joël sur un exemple très précis d'une workshop, d'un atelier qui a eu lieu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Pour moi, ça illustre bien l'intérêt d'investir du temps dans ce type d'échange. Bonjour à tous, merci Sylvain. Oui, en fait, on a la chance d'avoir des directions régionales dans toutes les régions et nos directions travaillent avec les acteurs du siège pour identifier notamment des sujets sur lesquels on a encore à progresser. Et on s'est dit, sur la vallée de la Seine, il y a certainement quelque chose à faire avec les acteurs. Où est-ce qu'on a un sujet? Et donc on a identifié sur une filière aujourd'hui qui est une filière à fort impact, qui est la filière du béton, comment travailler. Et on s'est rendu compte que le sujet du réemploi, pour faire une tonne de béton, c'est une tonne de CO2. Donc comment le sujet du réemploi du béton faisait sens. Et donc on a monté ce groupe de travail qui s'est tenu ce matin ici avec tous les acteurs de la filière. Alors je voudrais remercier, juste pour les citer, les deux régions, Île-de-France et Normandie qui étaient là, la métropole du Grand Paris, des architectes, des acteurs du réemploi qui, eux, étaient convaincus qu'aujourd'hui on peut travailler le réemploi. Alors le réemploi du béton, je vois que certains d'entre vous se posent la question. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on déconstruit, on déconstruit des bâtiments, etc. et on remoule le béton, etc. et on en refait. Et quand on fait ça, on produit autant de carbone que si on faisait du béton neuf. Et là, le sujet, c'est de déconstruire en conservant, dans la mesure du possible, le matériau pour le réemployer. Et certains architectes aujourd'hui sont spécialisés là-dessus, mais très peu. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui de développer cette filière et de mettre autour de la table tous les acteurs pour éviter de repasser par la case départ et de réemployer cette matière qui est quelque part noble et qui a déjà consommé du carbone et donc pour la rentabiliser. Et ça aujourd'hui c'était un véritable sujet. Donc je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui, donc cet atelier s'est tenu ce matin, on s'est dit on va travailler avec eux en amont, etc. mais on va les réunir aujourd'hui. On voit derrière vous, vous allez sur le grand écran. Ah, pardon. Donc du coup, comment ça s'est fait? Un travail préalable, d'identification, etc. avec nos collaborateurs, et je voudrais vraiment tous les remercier, les experts du siège, et puis tous les gens que vous voyez là, les partenaires. Ils se sont réunis pour la première fois, un temps d'inspiration avec une chercheuse de Lausanne qui travaille vraiment ces sujets. Aujourd'hui, il y a 70 bâtiments en Europe et par le monde qui sont issus d'utilisation de ce béton récupéré et reconstruit. Donc c'est vraiment une filière qui existe.
Autour de la table, donc, outre les collectivités qui étaient là, il y avait aussi des assurances, il y avait aussi des bureaux d'études, des bailleurs sociaux, des collectivités, je vais les citer. Donc, ce temps d'inspiration, ensuite, un travail en collectif, et au bout, ils devaient finir à 13h, et donc je devais les retrouver à 13h pour me dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Ils ont terminé à 14h, tellement ça a été riche, et c'est un peu aussi l'enjeu qu'on porte, nous, à l'agence. J'entendais tout le monde. En fait, aujourd'hui, nous, notre rôle, on est à la croisée d'un temps long, parce que ça prend du temps de réfléchir, de se concerter, d'agir, et d'un temps court, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, notre mission, dans les territoires aussi, et sous l'impulsion de Sylvain et de tout ce qu'on porte à l'agence, c'est d'accélérer. Et pour accélérer, ce genre d'atelier, ce grand groupe de travail, c'est des moyens forts qu'on arrive à déployer. Et l'issue, c'est que pendant 1 an, ils vont travailler. Un certain nombre s'est engagé à faire des choses. On va y aller pas à pas. Et je pense qu'au prochain défi, on pourra venir peut-être avec des bâtiments construits comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un bel exemple de coopération, transversalité. On peut l'applaudir très très fort. Joël Colosio. Et on va applaudir aussi donc Emeline Baume-de-Broze. Je vous invite donc à rejoindre la salle, Joël et Emeline. Merci à toutes les deux. Alors, vous concernant, on vous invite avant de quitter le Carré des Docks à continuer les échanges sur le programme Territoire engagé transition écologique sur le corner dédié. Juste avant de passer à votre conclusion, on tenait avec Caroline donc, à vous remercier chaleureusement pour votre présence depuis ces 2 jours. Nous avons été ravis de vous accompagner pour cette nouvelle édition du Grand Défi écologique. Et puis je crois que vous l'avez largement compris, on a parlé d'accélération, on a parlé de coopération, de transversalité, donc on ne peut que vous encourager à poursuivre pour réussir ce grand défi de la transition écologique et donc de continuer à activer les solutions ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute, votre présence. On était encore une fois ravis d'être à vos côtés pour ces 2 jours du Grand Défi écologique. Merci beaucoup. Et pour conclure, Sylvain Waserman. Merci beaucoup. En fait, je vais simplement dire quelques mots, mais importants, pour dire d'abord merci. Alors merci à vous d'avoir pris 2 jours de votre temps. Vous venez du monde de l'entreprise, du monde des collectivités. Vous avez tous une vie bien remplie, bien chargée. Donc merci d'avoir pris 2 jours de votre temps. J'espère qu'on en a été respectueux de l'importance de ce temps-là. Et puis, je voudrais vraiment remercier mes équipes de l'ADEME. C'est important de dire merci parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel pour organiser ça. Et je vais les nommer, si vous voulez bien. Je vais les nommer. Donc, je voudrais remercier Katia Lefeuvre et Valérie Martin et leurs équipes. Jeanne Tilly, service mobilisation, qui a organisé ces 2 jours. Remercier pour la partie France 2030, pour l'extrême défi, Céline Novak, Mélissa Judor, Gabriel Plassa, évidemment aussi. Remercier pour les 2 jours à venir, parce que je ne sais pas si vous le savez tous, mais il y a 2 jours citoyens. Cette nuit, tout ce site va changer pour se transformer dans la maison de la transition écologique, avec des ateliers pour les citoyens qui viendront pouvoir voir comment on peut vivre dans une maison de la transition, comment on peut s'alimenter, comment on peut se déplacer avec notamment les véhicules légers. Bref, pour toucher du doigt la réalité de la transition écologique. Ça, c'est Julie Desus, c'est Marilyn Vial et les associations locales qui seront présentes que je remercie. Remercier également nos partenaires, évidemment, EcoEvent, Camille Malherbe, la ressourcerie culture qu'on a vu sur les images l'autre jour. Remercier tous les animateurs des groupes de travail, beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs de l'ADEME qui ont animé les groupes de travail, organisé les visites, donc je les remercie collectivement. Remercier nos animateurs, animatrices et animateurs, Caroline et Vincent, qui ont vraiment fait un travail superbe, je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, et je voulais simplement conclure en disant que finalement, la transition écologique, c'est aussi un autre regard sur les choses, un autre regard par rapport au regard qu'on a pu avoir dans les dernières décennies. J'ai pu m'en rendre compte quand on place la sobriété dans le débat public. Vous avez peut-être entendu parler de notre campagne des dévendeurs, mais c'était une façon de mettre le sujet sur le débat public, dans le débat public, au cœur du débat public. Et ça, c'est finalement un autre regard sur la façon dont on a pu concevoir nos modes de consommation. C'est un autre regard pour les territoires et les élus
quand on réfléchit avec des nouvelles contraintes, des nouveaux cadres, avec le ZAN, avec la ZFE, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et nos modèles du passé ne s'appliquent pas dans ces nouveaux modèles. C'est vrai aussi pour les entreprises, on l'a vu dans beaucoup d'exemples de ces tables rondes, la façon dont ils repensent leur décarbonation, leur impact, mais aussi leur business model parfois. Donc je crois que la transition écologique, si je devais le résumer, ça nécessite un autre regard, et je voudrais juste conclure avec le message par lequel j'ai commencé. C'est ce qu'on porte à l'ADEME. Vous savez, à l'ADEME, il y a beaucoup de femmes et d'hommes engagés au service de cette belle cause de la transition écologique, comme vous l'êtes, vous, au quotidien, puisque vous êtes ici, ça en atteste. C'est un message d'action, c'est notre lot du quotidien au quotidien, tous ici réunis dans cette salle et beaucoup d'autres ailleurs. C'est un message de mobilisation. Mobilisation par l'engagement citoyen, on en parlait à la table ronde précédente, mobilisation des élus, des collectivités, mobilisation des moyens publics qui sont engagés, mobilisation des acteurs économiques. Et puis finalement, je conclurai, ça a été abordé dans la table d'avant, par un magnifique message d'espoir, parce que quand je vois cette énergie et cette capacité de changement qui était réunie pendant ces 2 jours, ben ça donne vraiment envie de réussir. Donc un grand merci à tous, bon retour, et je vous donne rendez-vous dans 2 ans, pour le prochain, puisque c'est biannuel, mais sûrement avant, sur vos territoires, parce que l'ADEME restera, et les femmes et les hommes de l'ADEME sont toujours aux côtés de ceux qui prennent le chemin de la transition écologique. Merci beaucoup. Merci.